Toute l'actualité politique et parlementaire de Public Sénat et à la une ce soir, Nicolas Sarkozy fait son grand retour en politique au lendemain de l'invalidation de ses comptes de campagne. L'ex-chef de l'État lance sa contre-offensive sur Facebook. Lundi, il sera au siège de l'UMP. Analyse à suivre dans ce journal. Le Sénat veut plus de transparence alors que le projet de loi sur la transparence de la vie publique arrive mardi en séance. Les sénateurs envisagent de lever une partie du secret autour du patrimoine de nos élus. Nouvelle journée sous tension en Égypte. Le président par intérim a dissous l'Assemblée, dominée par les islamistes, fortement mobilisés aujourd'hui et qui contestent la validité du coup d'État militaire. 3 morts sont à déplorer dans des manifestations au Caire. Bonsoir à tous. Il dénonce une situation inédite et se déclare prêt à se mobiliser pour sauver l'UMP. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que Nicolas Sarkozy retrouve sa liberté de parole au lendemain de l'invalidation de ses comptes de campagne. C'est un véritable appel à la mobilisation qu'a lancé l'ancien président sur Facebook, Fabrice Cunet. Je vous demande de m'aider. En quelques mots et sur Facebook, Nicolas Sarkozy n'a pas tardé à sortir de sa réserve après sa démission du Conseil constitutionnel. Obligé de précipiter le calendrier de son retour face aux attaques et aux affaires. Ça finit par réveiller l'animal politique qui est en lui. Et donc forcément, quelqu'un comme Sarkozy se dit, bon bah, puisqu'ils veulent tous que je parle, je vais le faire. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il va annoncer des choses pour 2017 et tout? On n'en est pas là, hein. Première étape dès lundi, au siège de l'UMP. Nicolas Sarkozy rencontrera les cadres du parti pour des retrouvailles collectives forcément attendues après un an d'exil politique. Je crois que les cadres, les élus, les militants de l'UMP veulent l'entendre et l'écouter pour qu'il puisse dire sa part de vérité et répondre à toutes les attaques très injustes qui ont été portées contre lui. L'avis de Jean-François Copé ou François Fillon sur ce retour au premier plan est certainement plus nuancé. Car à l'UMP, depuis ce matin, la bataille pour le leadership à droite vient peut-être de trouver son arbitre. Et on vient de le voir, et c'est d'ailleurs une information de publicsénat.fr, Nicolas Sarkozy sera lundi au siège de l'UMP, un parti déjà en grande difficulté financière et qui ne recevra donc pas les 11 millions d'euros de remboursement de frais de campagne, pourtant attendu avec impatience. Un appel à la générosité de tous les Français a été lancé pour sauver le parti et vous allez le voir, le nombre de connexions sur le site internet de l'UMP a atteint des records. Paul Bouffard. C'est une dette considérable, 54,6 millions d'euros après décision du Conseil constitutionnel. L'UMP voit rouge, ses comptes prennent l'eau. Après des primaires parisiennes coûteuses et le gouffre des élections législatives, 14 millions d'euros, il faut agir. Sur son site internet, un onglet invite déjà les Français à se cotiser. Des dons, 120, 80, 60 euros et une mention, votre don est vital. Plus loin, un lien vous informe même de votre déduction d'impôt, car en soutenant l'UMP, vous avez le droit à un coup de pouce fiscal. Et cela pourrait donc coûter de l'argent à l'État. Ce dernier renflouerait indirectement les caisses de l'UMP. Pour un don de 50 euros, une personne ne paierait en réalité que 17 euros. À la mi-journée, l'UMP avait déjà récolté plus de 330 000 euros. Et les dirigeants de l'UMP pourront constater dès demain sur le terrain l'ampleur de cette mobilisation. À l'occasion de la fête de la Violette organisée par la droite forte en Sologne, plusieurs cadres du parti seront sur place. Jean-François Copé, le président de l'UMP, prononcera un discours à la mi-journée. Les sénateurs iront-ils plus loin que leurs collègues députés en matière de transparence? Le projet de loi arrive mardi en séance au Sénat. Hier en commission, ils ont supprimé les sanctions contre les personnes qui auraient diffusé les déclarations de patrimoine des élus, à la grande satisfaction des associations. Flora Sauvage. Après des semaines de discussions en coulisses, le projet de loi sur la transparence de la vie politique a été examiné en commission des lois mercredi. Les sénateurs sont revenus sur le dispositif de sanctions à l'encontre des personnes qui diffuseraient les déclarations de patrimoine des élus. La commission des lois a prévu d'enlever les sanctions qui avaient été prévues à l'Assemblée nationale lorsque on diffuserait le patrimoine des élus qui serait en préfecture. Bon, pour une raison très simple, c'est que maintenant avec les réseaux sociaux, les tweets, etc., n'importe qui peut aller en préfecture,
prendre le truc, le diffuser sur un réseau français ou étranger, et voilà. Autre modification par le Sénat, l'adoption d'un amendement visant à rendre publique l'utilisation qui est faite de la réserve parlementaire. On saura maintenant de quelle somme dispose chaque parlementaire et à quelle réalisation il est attribué et pour quel montant. Ce qui fait que l'argent public de la réserve parlementaire sera soumis à la même transparence que tout l'argent public qu'on vote dans le budget. Pour les associations qui militent en faveur de la transparence dans la vie politique, les modifications apportées par le Sénat vont dans le bon sens. La France apparaissait comme le pays le moins transparent, il faut le dire, de tous les pays de l'Union européenne avec la Slovénie. Si le texte tel qu'il se présente aujourd'hui est voté par le Parlement, pour le coup, nous nous hisserons vraiment au niveau des tout meilleurs. Le projet de loi sur la transparence dans la vie politique sera examiné en séance plénière à partir du 9 juillet au Sénat. Fin aujourd'hui de la concertation sur les retraites en vue d'une réforme en septembre. Jean-Marc Ayrault est resté discret sur les intentions du gouvernement, préférant écouter les différentes positions des partenaires sociaux. Un nouveau rendez-vous a été fixé à Matignon fin août. Les explications de Nathalie Guilloire. Bilan mitigé à la fin de ces 2 premiers jours de concertation. Et pour l'instant, face au Premier ministre, chacun campe sur ses positions. J'ai surtout rappelé nos positions, la ligne rouge. La ligne rouge, c'est l'augmentation de la durée de cotisation. Je lui ai confirmé. Je lui ai donné toute une série de chiffres et d'éléments. Nous avons fait part à un nouveau Premier ministre de notre opposition au recul social qui visiblement s'annonce, puisque les solutions semblent identiques à celles des gouvernements précédents, à savoir il va falloir travailler plus et en même temps baisser le niveau des pensions pour les retraités, ce qui pour nous, vous le savez, est inacceptable. Impensable pour ces organisations syndicales de toucher à la durée de cotisation. Et opposition du côté du patronat à toute taxation des entreprises. Ce matin, lors d'une conférence de presse, le nouveau président du MEDEF a réitéré sa position. Il privilégie un nouveau report jusqu'à 63 ans en 2020 de l'âge légal de départ à la retraite. Nous savons que nous sommes déjà dans des situations d'asphyxie par un niveau de cotisation extrêmement élevé. Et donc il est inconcevable de rajouter encore des charges ou d'augmenter les cotisations. Donc il faut jouer sur ces 2 derniers paramètres, annuité et âge légal. Quant au gouvernement, il n'a toujours pas dévoilé ses pistes. Les concertations vont durer tout le mois de juillet avec les ministères concernés et reprendre au mois d'août avec Jean-Marc Ayrault. La CGT et FO annoncent déjà une mobilisation pour le 10 septembre. Le déficit commercial de la France s'est fortement creusé en mai pour repasser au-dessus de la barre des 6 milliards d'euros pour la première fois depuis juin 2012. En cause, une rechute des exportations de matériel de transport. L'heure du grand retour a-t-elle sonné pour Nicolas Sarkozy, lui qui affirmait il y a quelque temps « J'irai pas par envie mais par devoir ». On en parle avec les invités du 19h ce soir, François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Hubert Coudurier, vous êtes directeur de l'information du journal Le Télégramme. Merci d'être avec nous. Alors François Dorcival, c'est d'ailleurs dans Valeurs Actuelles que des propos rapportés laissaient entendre un éventuel retour de Nicolas Sarkozy. Ça y est, cette fois, on y est, c'est par devoir qu'il sort de sa réserve imposée par le Conseil constitutionnel. Alors, il sort de sa réserve, imposée en effet par la décision du Conseil constitutionnel d'hier. Il va parler devant le bureau national de l'UMP lundi, c'est-à-dire à huis clos, mais tout de même devant 800 cadres du mouvement. Il va s'exprimer, pas devant les caméras, et ensuite, je pense que ce sera tout. Donc, oui, il affirme son existence et son désir de répondre à la campagne qui lui est faite, mais ce n'est pas encore pour lui le moment d'entrer en campagne. Hubert Coudurier, le président de la République, François Hollande, vient de réagir. Il estime que le Conseil constitutionnel doit être respecté. Il y a eu un communiqué de presse dans ce sens de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, cet après-midi. Est-ce que vous estimez que les critiques à l'encontre du Conseil constitutionnel, avec ces critiques, est-ce que l'UMP a franchi la ligne rouge ? Les attaques contre la justice ne sont pas nouvelles. Henri Guénaud s'en est fait d'ailleurs une spécialité.
Pour ce qui est de la réaction de Nicolas Sarkozy, il a peut-être intérêt à attendre qu'il ait obtenu un non-lieu dans l'affaire Bettencourt pour s'exprimer pleinement sur la situation politique du pays. Mais de toute façon, il a déjà commencé, tout en disant qu'il s'abstiendrait médiatiquement. Il avait donné une vraie fausse interview aux Valeurs Actuelles. Il est intervenu pour critiquer la position de François Hollande sur la Syrie. Il attaque régulièrement François Hollande. La dernière fois, je crois que j'ai vu un écho sur sa teinture. Donc, il a simplement décidé peut-être de franchir un cran parce que je pense que la situation politique lui est plutôt favorable. Même si elle est très difficile pour l'UMP sur le plan financier. D'abord parce que, effectivement, les affaires dont on l'accable ont l'air de faire pchit les unes après les autres. Oui, un non-lieu a été requis, on vient de le dire, donc le ciel judiciaire s'éclaircit pour lui. Voilà, ce sont des attaques qui sont parfois trop systématiques et dénuées de preuves. Ziad Takedine répète depuis des mois qu'il est financé par la Libye. Et en fait, il n'y a pas le début du commencement d'une preuve. Par ailleurs... Qui lui en veut à Nicolas Sarkozy? Il accuse François Hollande de vouloir lui faire la peau, de vouloir l'abattre. Pourtant, la décision vient de Jean-Louis Debré et du Conseil constitutionnel. Disons que on peut peut-être pas accuser François Hollande d'être le grand manipulateur, mais il y a beaucoup de gens proches de la gauche qui prennent le relais pour des raisons diverses et variées, parmi notamment les magistrats. Quelle analyse faites-vous de cette décision du Conseil constitutionnel? On veut l'abattre, vous titrez cette semaine Sarkozy la chasse à l'homme. Certes, mais nous n'avions pas connaissance, naturellement, de la décision du Conseil constitutionnel. Cette décision, elle est de droit, elle est de fait, et il n'est pas question de la discuter, si ce n'est qu'on voit bien à l'intérieur, et en l'examinant de près, qu'elle-même s'est prêtée à l'interprétation des comptes de campagne, puisque pour un meeting, là où on a prévu que les frais soient supportés à 50% par le candidat, 50% par le parti, eh bien, il décide que ce sera 80%. Et donc, comme le meeting en question était d'un montant de 3 millions d'euros, eh bien, une autre comptabilité aurait permis, donc une autre appréciation aurait permis de gommer le dépassement de campagne qui vaut pour cette affaire et qui emporte, par cette décision même, le fait que le Conseil rejette les comptes et fait que l'État ne paye plus les 11 millions qu'il aurait payés pour une formation politique qui est prise en sandwich entre le Parti socialiste et le Front national. Mais les Sarkozy ont toujours été très bons pour la stratégie de la victimisation. Simplement, Nicolas Sarkozy a peut-être une fenêtre de tir en ce moment pour monter en puissance, même s'il ne va pas s'exprimer tous les 10 jours, et c'est un peu trop tôt. Il a une fenêtre de tir parce que François Hollande est durablement enlisé dans la crise, parce que ses rivaux à droite sont également eux-mêmes fragilisés. En tout cas, Jean-François Copé a été obligé de se ranger derrière lui parce que son image a été ternie par l'élection de l'hiver dernier, même s'il est maintenant conforté. Et François Fillon apparaît un peu velléitaire en ayant refusé d'aller se battre pour décrocher la mairie de Paris, en ayant finalement refusé le revote du mois de septembre. Donc Nicolas Sarkozy, il ne faut pas non plus qu'il se fasse oublier. Il faut qu'il monte en puissance. C'est pas un peu trop tôt parce qu'on a parlé de cette réunion de lundi. Que peut-on en attendre? Est-ce qu'il va déjà annoncer son retour, sa candidature pour 2017? Mais là encore, il n'annonce pas son retour. Mais en fait, il est conduit à revenir en campagne, à revenir dans le jeu. Et lundi, toutes les chaînes d'information, toutes les caméras et les projecteurs seront tournés vers lui. Donc, celui qui provoque cela, c'est le Conseil constitutionnel. Il n'était pas obligé non plus de le stimuler à ce point. Hubert Coudurier, vous êtes d'accord avec cette analyse? Il est forcé, contraint, conduit à revenir sur le devant de la scène? Ou est-ce que c'est une stratégie de communication qui se met petit à petit en place? Il est conduit à le faire et en même temps il rebondit là-dessus. Et puis au fond, il y a peut-être aussi une envie, alors ça on peut s'interroger, des Français de revoir le match Sarkozy-Hollande. En tout cas, le microcosme politique n'est pas non plus complètement innocent dans cette affaire pour le pousser à y aller. Et puis, il faut ajouter une chose, c'est que pour la droite, et notamment la droite UMP, cette affaire est un moment de mobilisation exceptionnel. Tout à l'heure, vous avez cité le chiffre de 300 000 euros récoltés à la mi-journée. Depuis, nous en sommes à 500 000. Ce qui veut dire que ce mouvement de mobilisation est là
Et au fond, on se dit que d'une certaine façon, la droite n'attendait que des occasions comme celle-là. Et lundi, il va y avoir ce bureau national, suivi par une présence médiatique de Jean-François Copé, ce qui signifie que Jean-François Copé s'affiche aussi avec Nicolas Sarkozy. Et de ce point de vue, c'est important pour lui. Alors justement, le week-end dernier, il y avait ce congrès virtuel. Les militants UMP ont décidé donc de ne pas revoter en septembre. Est-ce que là, Jean-François Copé va s'effacer derrière Nicolas Sarkozy et François Fillon aussi, puisqu'il semble revenir sur le devant de la scène? Alors il nous a dit, parce qu'on a déjeuné avec lui aujourd'hui à quelques journalistes, qu'en fait il avait choisi de gérer la crise politique et de s'effacer médiatiquement parce qu'il ne pouvait plus faire face à toutes les attaques dont il était l'objet. Je pense qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Il va rester président de l'UMP jusqu'en 2017. Et finalement, François Fillon a placé ses hommes dans une armée mexicaine, mais ils ne seront pas très présents. Donc il a considéré que tenir le parti, c'était pour lui le plus important. Si Nicolas Sarkozy décide d'y aller en montant en puissance progressivement, il a déjà annoncé qu'il se mettrait légèrement en retrait, mais ça va être un tandem sans doute assez efficace et redoutable. Et vous voyez comment faire pour mobiliser à ce point le parti, pour mettre en route la machine? Le mouvement qui est en cours. Et il est là. Vous avez vu les permanences de l'UMP ici ou là. Et donc, effectivement, ce mouvement de mobilisation, il fonctionne. S'il fonctionne, c'est qu'il y a une situation politique qui le permet. Il y a quand même un risque en 2017 que l'élection de Villeneuve-sur-Lot se reproduise à l'échelon national, comme ça s'est passé en 2002 avec Chirac et Le Pen. Donc, quelque part, l'UMP n'a plus de temps à perdre. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 19h. On a posé la question aux internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. Êtes-vous prêts à contribuer au sauvetage financier de l'UMP? Ils ont répondu oui à 21%, non à 75% sur 519 votants. Comme tous les vendredis, retour à présent en images sur l'actualité de la semaine au Sénat, préparé par Nadia Belromari. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée mais vidée de son contenu. C'est une alliance de circonstances UMP radicaux de gauche qui a fait tomber le cœur du texte, la composition paritaire magistrat-non-magistrat du CSM. C'est surtout une victoire pour la conception que nous avons de la justice. Un enterrement de première classe donc, pour ce qui devait être la première réforme constitutionnelle de François Hollande. Il n'y aura ni seconde lecture, ni congrès à Versailles. L'heure du bilan d'une session parlementaire chargée, avec 122 jours de séance, 866 heures de débat, pour 39 textes adoptés. Des périodes d'intense activité, parfois à la limite de l'acceptable pour un bon travail législatif. La session extraordinaire s'est ouverte mardi et avec elle, un peu plus d'un texte par jour à examiner avant le 26 juillet, comme la lutte contre la fraude fiscale. Rejet jeudi du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes 2012 qui augmente les impôts et gèle les crédits pour tenir l'objectif de réduction de déficit. À travers cette loi de règlement, le gouvernement nous présente un premier bilan qui démontre à l'envi que le Parti socialiste n'est plus à même de vraiment traiter la question sociale. Une commission mixte paritaire se réunira prochainement. Mercredi, le bureau du Sénat a dit non. Il ne lèvera pas l'immunité parlementaire de Serge Dassault, qui aurait permis à la justice de l'entendre dans une enquête de tentative de meurtre menée contre un membre de son entourage et qui serait liée à des achats de vote dans son fief de Corbeil-Essonnes. Visite jeudi par le président du Sénat du centre pénitentiaire de Florine-et-Rogis, la plus grande prison d'Europe. L'occasion pour lui de rappeler, 3 mois avant l'examen de la réforme pénale, qu'on ne peut légiférer sur la prison sans prendre en compte l'aspect humain. Tous les sénateurs devront se rendre dans un centre de détention pour faire avancer ce sujet. Actuellement, près de 70 000 détenus sont concernés par la surpopulation carcérale. Parmi eux, plus de la moitié récidive. Le
rapport sur la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage verra-t-il le jour? Pour répondre à cette question, nous accueillons Tam Tranui, notre chroniqueuse parlementaire. Bonsoir Tam. Alors on a pris cette semaine le report de la publication de ce rapport. Pourquoi ce report? Bon, d'abord, de quoi parle-t-on? On parle, vous l'avez dit, d'un rapport, mais on parle surtout de ses annexes. Et dans ces annexes, d'une liste de noms, une liste de noms tenus secrète, enfermée à double tour dans un coffre-fort, on ne sait trop où. Et cette liste, elle est explosive, elle fait déjà beaucoup parler d'elle, elle en fait trembler plus d'un. Alors pour tout comprendre, je vous propose de refaire le film. Alors, 1998, il y a des cyclistes du Tour de France qui sont contrôlés, rien à signaler. Tous les échantillons sont négatifs. Il faut dire qu'à l'époque, on ne détecte pas encore le PO. 2004, l'Agence française de lutte contre le dopage analyse à nouveau ces échantillons et sur 60, 44 d'entre eux contiennent des traces de PO. Des noms ont été mis d'ailleurs sur ces échantillons et dans ces noms, il y a des noms très connus du cyclisme des années 90. Un nom a déjà fuité, celui de Laurent Jalabert. Mais est-ce qu'on peut dire que les sénateurs ont subi des pressions pour ne pas révéler cette liste ou pour bien ajourner la publication de leur rapport? On voit le contexte est assez sensible et ce rapport devait être initialement remis le 18 juillet. Mais voilà, le 18 juillet, c'est le jour d'une montée mythique du Tour de France, le jour où les organisateurs ont prévu la double ascension de l'Alpe d'Huez, une performance prévue sans mauvais jeu de mots pour des surhommes. Alors forcément, remettre un rapport sur le dopage ce jour-là, ça fait des ordres et surtout ça crée des remous au sein du peloton. Fin juin, il y a une délégation de 5 coureurs cyclistes qui ont demandé à Valérie Fourniron, la ministre des Sports, d'ajourner la remise du rapport. Et à l'époque, les sénateurs leur ont opposé une fin de non-recevoir. On peut par exemple prendre ce qu'a dit Jean-Jacques Lozach, le rapporteur socialiste. Notre commission a son calendrier propre, indépendamment des événements sportifs nationaux ou internationaux. Ça, c'était fin juin. Depuis, le discours a bien changé. La nouvelle date, c'est le 24 juillet, c'est-à-dire 3 jours après la fin du Tour de France. Alors, comment les sénateurs ont-ils justifié leur décision? D'abord par le fait que ce rapport concerne tous les sports. On a vu par exemple des footballeurs ou encore des rugbymen qui ont été auditionnés. Ce rapport ne concerne pas seulement les cyclistes. Les sénateurs ne veulent donc pas qu'il y ait une surmédiatisation de ce volet. Ils ne veulent pas non plus de polémique, de là à l'enterrer. Il n'y a qu'un pas. Ce rapport, c'est en quelque sorte la voiture balai du Tour de France 2013. Merci Tam pour cette chronique à la fois parlementaire et sportive. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. À suivre votre magazine Focus avec Paul Bouffard qui nous emmène ce soir dans les étoiles du Pic du Midi. Très bonne soirée à tous. Au cœur des Pyrénées, le Pic du Midi est un lieu unique en France. Le sénateur des Hautes-Pyrénées, François Fortassin, en a fait une réserve internationale de ciel étoilé. Faire de l'observatoire installé sur le pic le garant d'un label, lutter contre la pollution lumineuse, éclairer moins nos villes pour mieux observer nos étoiles. Ici, ce que l'on voit, c'est la ville de Lannemezan. Donc, c'est une ville qui est engagée dans la réserve de ciel étoilé. Et la ville de Lannemezan a la particularité d'avoir un éclairage extrêmement ancien, en fait, qui est, on va dire, âgé d'une 60aine d'années en moyenne. Et là, ce que l'on voit, en fait, c'est que Lannemezan apparaît beaucoup du Pic du Midi. Dans le ciel, les étoiles scintillent, mais dans l'obscurité, on comprend mieux l'impact des villes et leur urbanisation galopante. Nicolas Bourgeois porte le projet de la RIS, entendez Réserve internationale de ciel étoilé, aux côtés du sénateur François Fortassin. Le Pic du Midi, il est à 2877 mètres d'altitude. Il n'est pas, bien entendu, le plus haut, comme je l'ai déjà dit, sommet des Pyrénées, mais sa position en avant de la chaîne lui donne le titre de seigneur des montagnes. Le Seigneur des montagnes, le phare du projet RIS, une première en Europe.
L'objectif du sénateur, préserver le ciel étoilé de la pollution lumineuse autour de l'observatoire et dans les espaces naturels haut-pyrénéens. Un projet qui aura permis de fédérer et dynamiser un territoire, 251 communes, 87 000 habitants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la pollution lumineuse augmente de 6% par an et que si rien n'est fait sur le territoire, ces écrans de ciel étoilé comme nous avons ici, qui constituent plus qu'1%, on va dire, de territoire sur le territoire européen, ces petits écrins-là de ciel étoilé finiraient par disparaître avec des initiatives comme celle-ci. On préserve les étoiles et on les rend à leur territoire. On s'est aperçu que certains faisceaux lumineux pouvaient amener des pollutions. La caractéristique, c'est que ces pollutions disparaissent dès l'instant où on améliore ces éclairages ou tout simplement lorsqu'on les coupe. À l'époque des pionniers, quand les premiers télescopes sont installés, la voûte céleste est encore vierge. Depuis 20 ans, les lumières parasites envahissent les environs, alors les élus des communes avoisinantes doivent positionner les éclairages publics vers le bas, adapter l'énergie aux besoins des territoires. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle par éclairer juste? C'est utiliser les quantités de lumière adéquates, les technologies adéquates et aussi révolutionner un peu les usages que l'on va avoir de la lumière, c'est-à-dire orienter la lumière comme il le faut, autant qu'il le faut et quand il le faut. L'Aris, c'est plus de 600 km². Par temps clair, on peut observer à l'ouest le phare de Biarritz, au sud les lumières de Saragosse, les halos lumineux de Toulouse au nord. On a vraiment une ressource paysagère nocturne fantastique qui est aujourd'hui mise entre les mains des territoires pour vraiment pouvoir se valoriser. Ici dans les Pyrénées, notre principale richesse sont les paysages. Bien entendu, aucun élu ne veut les dégrader, ne veut les galvauder. Au contraire, dire aux touristes qui viennent, vous pouvez en profiter à condition de les respecter. Direction le petit village de Saint-Savin, à quelques kilomètres à vol d'oiseau du Pic. Ici, monsieur le maire Gérard voit dans cette réserve un intérêt tout particulier. L'Aris, c'est une mise en valeur du ciel, mais pas que. Ses habitants vont avoir le droit à un éclairage économe. Il faut respecter le cahier des charges. Le cahier des charges dit qu'il ne faut pas faire de pollution lumineuse. Ça, c'est le premier critère. Le second, c'est de faire des économies d'énergie, donc c'est-à-dire supprimer tous les points énergivores. 50 000 points lumineux sont intégrés à la démarche. Alors ici, on va installer des ampoules moins gourmandes. Éteindre les éclairages à partir d'une certaine heure de la nuit, quand tout le monde dort. Au final, c'est 50% d'économie sur la facture d'électricité. Au lieu de parler de choses, il vaut mieux les monter concrètement. Et ce que nous essayons de faire à Saint-Savin, de servir un peu de village pilote pour que les confrères qui sont également élus puissent se rendre compte de ce que ça peut apporter à tout point de vue. Préserver un territoire, replacer les hommes au cœur de leur environnement. Et certains en deviennent même les garants. On les appelle les gardiens des étoiles. Chaque soir, je viens avec mon petit cartable. Je sors l'appareil lui-même, le SQM, qui permet de prendre ses mesures. Avec ce boîtier, Frédéric analyse la densité des étoiles. Derrière le chef d'orchestre, derrière le pic du Midi, c'est 21 gardiens de refuge de la zone qui cartographient la qualité du ciel. En fait, c'était pas uniquement l'idée de voir qu'on avait un beau ciel, ça on le savait, il fallait qu'on le mesure, mais c'était surtout aussi d'en voir les possibles évolutions avec toutes les améliorations d'éclairage qu'il y a autour. Donc en fait, on a vraiment notre zone tampon qui améliore les éclairages et nos gardiens des étoiles qui en sont les témoins directs et qui sont aussi vraiment les messagers de la réserve de ciel étoilé. Sur le pic, la nuit tombe. Le vaisseau des étoiles, comme on le surnomme, prend toute sa splendeur. L'observatoire est totalement coupé du monde. Dans le labyrinthe, Nicolas nous guide au cœur de l'activité scientifique, activité principale sur le pic. Alors ici, on est dans le télescope Bernard-Léaud, en fait, dans le laboratoire qui est à la direction du télescope qui est juste au-dessus de nous. Alors pour une petite mise en situation, le télescope Bernard-Léaud, c'est le plus grand télescope sur le sol français. Ça a été une initiative incroyable dans les années 80 qui a relancé en fait vraiment l'activité scientifique de l'observatoire. Et aujourd'hui, on est assez fiers de le voir toujours tourner parce que on est au pic du Midi, pionnier sur un secteur de l'astronomie qui est, en simplifiant, l'étude du magnétisme stellaire. Et aujourd'hui, avec la réserve de ciel étoilé, ça remet en avant, ça met en avant de la scène cette activité astronomique qui est toujours là. Place aux étoiles. Des astronomes amateurs viennent chaque soir en profiter.
La réserve internationale de ciel étoilé est là pour préserver leur passion.